Rendez-vous, c'est tout ce qu'il vous reste à faire. Rendez-vous! Des appels au génocide! Ils sont tombés sur la tête. Vous n'aurez pas mon 100 millions de dollars. Cruel, horrible, inhumain. Qu'est-ce que c'est que ça? Un politologue, pas comme les autres. Loïc Tassé. Loïc, bonjour. Bonjour, Benoît. T'es-tu couché tard, toi, hier? Bon, pas très tard, non, mais j'ai écouté, comme toi, je pense, Mme Harris. Tu l'as pas écouté? Je l'ai écouté Ben, t'as ce rien matin. manqué. Je l'ai écouté ce matin. Ouais, Je suis tombé sans connaissance hier soir. Alors, Vraiment? Je me suis endormi. Non. Je me demande quelle nouvelle t'a fait tomber sans connaissance. Il y en a plusieurs qui méritent ça. J'étais à CNN, et là, il parlait. Là, tu dis, ah oui, hey, sacrément. Ils vont plus sur le terrain, CNN. Je ne sais pas ce qu'ils font, là. C'est juste du monde assis sur leurs fesses. Tu sais, ils font de la radio à télé. C'est hallucinant. Non, c'est... Remarque, il y a des gens qui vont dire que nous, on fait de la télé à la radio. Mais bon, c'est autre chose. Peut-être. Mais CNN, avant, avait des reporters sur le terrain. Tu sais, on montrait ce qui se passait dans la rue. Là, tout à coup... Tout à fait d'accord avec toi. Monsieur Walz, il a joué à la plante verte, essentiellement. Bon, on lui a posé 2-3 questions. Il a dit, je suis d'accord avec Mme Harris. Ben oui, il va dire le contraire. C'est bon, OK. Puis pour le reste, il a dit, on a parlé de lui, on a parlé de sa famille, puis tu sais, de son fils qui a des troubles mentaux, qui est pas capable de réprimer ses émotions. Puis on a vu ça au Congrès. Bon, ben il a dit oui, effectivement, j'ai ça dans ma famille. Tu sais, on choisit. Mais tu sais. Moi, ce que ça m'a donné comme impression générale, c'est que c'était toujours, ils essayaient vraiment de diffuser cette image de bonnes personnes, de gens sympathiques, de gens ordinaires. Ils y sont arrivés assez bien. Mais est-ce qu'on a appris des choses fondamentales sur la politique de Mme Harris? Non, pas du tout. Qu'est-ce que vous allez faire le premier jour quand vous serez au bureau à la Maison-Blanche, si vous êtes au bureau à la Maison-Blanche? Vous savez, oui, je vais aider les classes moyennes. OK, parfait. Qu'est-ce que vous allez faire? Rien de neuf. Elle dit tout simplement, je vais donner 25 000 $ si les gens veulent s'acheter une nouvelle maison. Ça va beaucoup les aider. Oui, merci. C'est pas tout le monde qui va s'acheter une nouvelle maison aux États-Unis, mais on comprend que ça va être bon pour l'économie. 6 000 $ pour les couples qui veulent des enfants. Mais elle dépense de l'argent, comme Justin Trudeau. Elle dépense de l'argent, mais la charge fiscale chez les gens, là, est-ce qu'elle en parle? Est-ce qu'elle a un plan de match? Non. As-tu compris quelque chose, toi, hier? Non, j'ai pas vu de plan de match économique. J'ai pas vu de grande... Elle a dit, vous savez, on a bien réussi. C'était épouvantable quand Donald Trump est arrivé au pouvoir. Ça nous a pris du temps à remettre tout ça sur pied. Et donc, l'économie va mieux maintenant, donc on va continuer. Donc, fondamentalement, elle va faire ce que Biden a fait, ce que Joe Biden a fait. Elle va poursuivre dans la même lancée. Même chose pour l'immigration. Tu sais, on lui dit, en immigration, qu'est-ce que vous allez faire? Puis dis, on va faire on va faire ce que on a proposé au Congrès, puis qui a été bloqué par Donald Trump. C'est vrai, ça a été bloqué par Donald Trump, mais c'est ça mon projet. Oui, mais si vous n'êtes pas, ça là-dessus, la journée ça n'a pas été rapide, tu sais. Oui, mais si jamais vous êtes minoritaire au Congrès, qu'est-ce que vous allez faire vous? Non, ça, pas de réponse là-dessus, évidemment. Elle a rien. Tu sais, c'est une jolie promenade, puis on n'apprend pas grand-chose. Ouais. Est-ce qu'elle s'est calée? Non. Elle n'a pas fait de gaffe majeure, mais elle n'a pas été chercher non plus de nouveaux électeurs avec ça. Il y a personne qui a dit, voilà quelqu'un qui a une connaissance en économie qui est extraordinaire. Ouais. Elle a démontré aucun brio, Elle va peut-être le faire. Mais si tu veux, c'était quelque chose... Il n'y avait rien de concret. Vraiment, là, tu sais, je l'écoutais, puis je rien de nouveau. Ses intentions sont bonnes, mais tu sais, sur l'immigration, là, Dana Bash a fait un job correct de CNN, mais ça juste en dessous de l'infopub. Tu sais, vraiment, tu sais, elle dit, ça fait 3 ans et demi que vous êtes là, pourquoi vous l'avez pas fait? C'est de la faute à la COVID, c'est de la faute à Donald Trump, c'est de la faute à tout le monde. Ouais, mais toi, c'est jamais de ta faute à toi. Ou j'ai pas été là, ou je riais, tu sais, je passais mon temps à rire, au lieu de m'occuper de mes affaires. Tu sais, est-ce que vous auriez fait... Exactement. Ou est-ce que vous auriez fait quelque chose autrement? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez appris depuis les 3 années que vous êtes là? Qu'est-ce que... Tu sais, aller chercher quelque chose au moins. Mais aussi, vous avez été procureur général de la Californie. Regardez l'État de San Francisco. Regardez l'État des villes aux États-Unis. Oui. Les États-Unis, à New York, là, en 2024, ils vont dépenser 4,2 milliards de dollars pour accueillir les migrants.
Puis en 2025, c'est 4,9 milliards. Là. Ils ont voté ça au budget de la ville. À Denver, Colorado, c'est pareil. À travers les États-Unis, c'est à Chicago. Non, pas juste pareil. aux États-Unis. En Europe, ça commence à être la même chose. Pareil, C'est pareil. la même chose au Canada, c'est la même chose à Montréal. Nous, à Montréal, on est qu'au début. Si les gens veulent aller voir à quoi va ressembler Montréal, qu'ils aillent dans quelques années, qu'ils aillent faire un tour à San Francisco. S'ils veulent voir quoi ne pas faire, qu'ils aillent à San Francisco. C'est exactement vers là qu'on se dirige en ce moment à Montréal. Il y a une tolérance incroyable à l'égard de tous les itinérants et ça donne des gens. La ville est saccagée. Là. San Francisco, la ville et partout là, on est. Tu sais, regarde Montréal, même Montréal, la France et le Japon a lancé un avertissement aux voyageurs parce que Montréal est devenu une ville dangereuse à leurs yeux. Tu sais, c'est rien, ça. Oui, puis, tu sais, il y a un problème de fond, c'est que les gens qui maintiennent l'État, OK? C'est les payeurs de taxes. C'est les gens qui gagnent leur vie. C'est les gens qui travaillent à la sueur de leur front, qui se lèvent le matin, qui vont travailler ou qui travaillent à la maison et qui travaillent fort. Puis c'est la plupart des gens qui travaillent très fort. Ben, sais-tu quoi? C'est à eux que les droits s'adressent d'abord et avant tout. Ces histoires de cohabitation là, avec des gens qui, malheureusement, pour toutes sortes de raisons, ne travaillent pas, des gens qui ont des problèmes de logement. Je comprends que c'est des problèmes très graves, mais si tu es en train de tuer le tissu social, économique, commercial des villes et que tu forces les gens à sortir de tes villes, etc., si tu tues l'activité économique, ben tu n'auras plus personne pour donner de l'argent à ces gens-là. Exactement. C'est ça qui va arriver. Pour payer les services sociaux, pour aider les plus mal pris dans la société, il faut quand même que tu laisses la classe moyenne fonctionner. Faut que tu la laisses travailler un peu, ça gramouille. Puis c'est là où, depuis ce matin, depuis 11 heures, je reviens sur les bouchons à Montréal, mais les bouchons dans toutes les grandes villes. Mais ça, il y a personne qui aborde ces questions-là. La réalité. Et la pollution. Parce que on a augmenté le nombre de pistes cyclables. Puis tout le monde est pour un certain nombre de pistes cyclables. Je peux dire qu'il y a des quartiers où les pistes cyclables se sont tellement multipliées que tu as créé des bouchons qui créent de la pollution. C'est très mauvais pour l'environnement, finalement. Puis tu sais, à Montréal, tu as tout à fait raison. Aller nord-sud, sud-nord, ça se fait assez bien encore. Mais est-ouest, mais, ça commence à être super difficile. Mais tu sais, Valérie Plante, Kamala Harris, là, espèce de discours vide où il y a plein de bonnes intentions. Plein de bonnes intentions. Mais la réalité les rattrape. Le concret les rattrape. Comment vous allez l'appliquer? Comment vous allez le faire? Comment, tu sais, là... Il y a une priorité. Il y a une question de priorité aussi, Benoît. La priorité, en effet, Harris la donne aux classes moyennes. Parfait. Mais montrez-le. Montrez-le dans vos actions. C'est ça que je dis. Elle dit que l'épicerie est trop chère, puis ça fait 3 ans et demi qu'elle est là. Tu sais, c'est l'épicerie est trop chère. Elle peut rien faire. Ben, tu sais ce qu'avait fait Nixon? Sais-tu ce qu'avait fait Nixon en 72? Quand il y avait eu la crise du pétrole, il a gelé les prix. Il a gelé les prix, littéralement. Je te dis pas que c'est nécessairement une bonne chose ou une mauvaise chose. Mais je veux juste te dire que si les États-Unis sont capables d'aller aussi loin, ont été aussi loin, ils sont capables de faire des choses. Ça prend juste un peu d'imagination. Puis ça, on le voit pas, malheureusement. Allons en Russie, Loïc. Un pays de grande imagination. Là-bas, en Russie, il y a des choses qui se passent. Je veux surtout aller en Mongolie, en fait, parce que Vladimir Poutine s'en va faire un voyage en Mongolie pour fêter, imagine-toi, le 85e anniversaire de la victoire russo-mongole sur les Japonais. Hein? Il était chercher ça un peu loin. Je pense pas que le 80e a été fêté, puis je suis pas sûr que le 90e le soit non plus. Mais bon, il avait besoin d'une occasion. Il s'est rendu là pour ça. Ben oui, tiens donc. Le problème, c'est que la Mongolie fait partie de la Cour pénale internationale depuis 2002. Et donc, en théorie, comme cette Cour a émis un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine, le gouvernement mongol, dès que Vladimir Poutine mettra le pied sur le sol mongol, devrait arrêter Vladimir Poutine, le jeter en prison et l'envoyer donc à la Cour pénale internationale. Est-ce qu'ils vont lever le petit doigt? Non, il n'y a rien qui va se passer. Peut-être quelques manifestations parce que c'est un pays où il y a beaucoup d'informations, puis il y a des gens qui n'aiment pas la Russie. Mais le fond du problème, c'est pas ça. C'est que la Russie a été depuis plus d'un siècle la protectrice de la Mongolie. Contre qui?
contre la Chine. Les Mongols ont très peur de se faire envahir par les Chinois. Et d'ailleurs, il y a en Chine une province qui s'appelle la Mongolie intérieure. Ça va mal en Mongolie intérieure parce que les Chinois ont décidé de faire en Mongolie intérieure un peu ce qu'ils ont fait au Tibet, ce qu'ils ont fait au Xinjiang. Et donc, ils commencent à mettre beaucoup de pression. Mais pour les Chinois, la Mongolie, ça fait partie de la Chine pour bien des Chinois. Pour tous, mais pour beaucoup. Ouais. Et donc, les Mongols se méfient énormément des volontés expansionnistes de la Chine. Et ceux qui les protègent contre ça, ben, c'est les Russes. C'est les Russes, c'est bien évident. Et c'est les Russes aussi qui leur permettent, à leur commerce, qui permettent au commerce mongol de ne pas dépendre exclusivement des voies de passage en Chine. Donc, c'est très, très important pour eux, la Russie. Et évidemment, ils vont jamais arrêter Vladimir Poutine. Mais Poutine va ressortir de là en s'en vantant, en disant « Ah, vous voyez, j'ai été mettre les pieds chez un État membre du traité de la Cour pénale internationale. Est-ce qu'ils m'ont arrêté? Non, non, non. » C'est sûr qu'il va jouer la propagande là-dessus. Bon, après le travail à la maison au travail, qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que il y a des gens qui sont pas contents, des compagnies, entre autres en Australie, qui trouvent que le travail à la maison, c'est très mauvais. Et bon, ils comprennent qu'à la maison, ben, tu sais, tu peux te lever, aller prendre un café, t'as tes enfants qui sont là, tu sais, c'est quand même, il y a quand même beaucoup d'avantages au travail à la maison. Alors, ils ont dit, bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déplacer au travail tous les avantages de la maison. Et c'est une compagnie qui fait ça, surtout en ce moment, une compagnie australienne, une compagnie minière australienne, qui fait ça et qui dit à ses employés, je ne veux plus. Vous m'entendez? Je ne veux plus que vous sortiez pendant le travail pour aller acheter un café. Vous restez à l'intérieur de l'entreprise. Même chose pour aller manger. On a un restaurant, on l'améliore, etc. Ça va être comme à la maison. Plus que ça, on ouvre une garderie au travail pour que vous emmeniez vos enfants au travail. On va vous donner toutes sortes d'avantages qui vont faire en sorte que vous allez être heureux de venir au travail. Ça va être comme à la maison et on veut pas que vous travailliez de la maison parce qu'on perd de l'argent quand vous sortez pour acheter un café, parce qu'on perd de l'argent quand vous allez placoter dans un restaurant, parce qu'on perd de l'argent quand vous n'êtes pas tous ensemble et qu'on n'a pas tout l'apport, toute la synergie de nos employés au travail. Donc, ils essaient de renverser cette mode qui vient évidemment de la pandémie, qui fait que les gens maintenant aiment bien travailler à la maison quelques jours par semaine. Penses-tu que ça va marcher? Ben, tu sais, ton employeur, c'est lui qui te paye, hein. Alors, évidemment, il y a le gros bout du bâton. Mais, pour eux, ça va marcher. Mais je pense que les syndicats, tout le monde comprend que c'est pas si mal de travailler une journée, 2 journées par semaine à la maison. Ben oui. C'est une bonne chose. Mais en même temps, tu sais, c'est bien d'aller au travail parce que ça te fait socialiser. Puis, c'est pas non plus mauvais d'aller au travail. Je pense que les gens apprécient et le travail à la maison et le travail au bureau aussi. Je pense que tout le monde comprend que les deux ont des avantages et des inconvénients, puis on va pas en vivre dans un mode hybride encore pendant longtemps. Très bien. Loïc Tassé, merci. On se reparle lundi. Bonne fin de semaine. Salut!